Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'aller très vite. Je commencerai justement donc par saluer la présence de mon ancien commissaire, général Maman Touré, qui a permis justement donc, effectivement non seulement la création de ma division, mais en plus de travailler avec ASS. ASS représenté par Martin ici, avec lesquels justement donc, nous avons développé cette stratégie. Les discours de ce matin ont campé les décors par rapport au contexte, par rapport à toute la causalité justement donc, qui a amené la CEDEAO à trouver nécessaire de mettre en place une stratégie régionale de sécurité, de terrorisme du moins. Je passe directement donc au slide 19 qui parle justement donc de la stratégie de la CEDEAO en disant que c'est 6 sections et 38 paragraphes. Les buts objectifs justement donc, de cette stratégie, c'est de renforcer les capacités opérationnelles pour une réponse efficace et pour atteindre les objectifs suivants. Le renforcement de la coordination du renseignement, le renforcement des capacités nationales et régionales de la lutte contre les crimes terroristes, la promotion d'une approche de justice pénale, la prévention et la lutte contre la radicalisation religieuse et l'extrémisme violent, l'harmonisation des réponses au terrorisme et la promotion de la coopération régionale et internationale. Cette stratégie est basée justement donc sur un certain nombre de principes directeurs. Ces principes, on commence par dire que le terrorisme est une menace à la paix et à la sécurité, la stabilité et le développement de la cohésion en Afrique de l'Ouest. Précise également qu'il faut donner le primat à la prévention et au respect des droits de l'homme. La démocratie et la bonne gouvernance sont des préalables à la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme requiert des stratégies militaires et non militaires. La coopération entre États membres et l'assistance dans tous les domaines constituent la pierre angulaire pour la mise en œuvre efficace de cette stratégie. Nous avons été, comme tout le monde, dans cette stratégie confrontés justement à une difficulté. La difficulté essentielle concernait la définition de la notion de terrorisme. Comme vous le savez, il y a beaucoup de controverses. Tout à l'heure, justement, dans son intervention, Martin en a parlé. Ses origines, le terrorisme avait une connotation positive. C'est devenu justement donc beaucoup plus négatif aujourd'hui. Et puis toujours que certains disent que les combattants de la liberté aujourd'hui peuvent être considérés de notre pays justement donc comme étant des terroristes. Je rappelle que le président Nelson Mandela a été considéré comme un terroriste à un moment donné. Le président de l'AFP l'a été. En fait, ça dépend justement donc de la position que l'on se trouve. Le plus important est que l'acte de terreur existe. Et c'est cet acte de terreur qui a été défini donc, dans notre stratégie, conformément à ce qui a été fait et adopté au niveau donc, de la stratégie de l'Union africaine. La stratégie est essentiellement articulée autour de 3 objectifs stratégiques qu'on a appelés les piliers. Ces objectifs stratégiques, il s'agit seulement donc de la prévention, il s'agit de la poursuite, mais il s'agit enfin de la réparation. De quoi parlons-nous quand nous voulons justement donc parler de prévention? Il faut améliorer justement donc les conditions, enfin, ce pilier vise à éliminer les conditions propices au terrorisme, telles que définies dans la stratégie mondiale de 2006, telles que définies justement donc par la stratégie des Nations Unies. Il faut s'attaquer à la pauvreté, il faut s'attaquer au chômage généralisé, à la marginalisation économique et politique, à la violation des droits de l'homme, à la corruption, à la fragilité des institutions de sécurité et des activités illicites de manière générale. Il faut développer des politiques de propagande contre les activités des terroristes. Ensuite, il faut protéger les droits de l'homme, renforcer la coopération justement à tous les niveaux, entre les services de sécurité, mais également entre les États membres, et il faut surtout absolument développer des moyens de lutter contre la radicalisation. Le deuxième pilier s'adresse à la poursuite. Au niveau justement de ce que nous demandons aux États de faire, il faut des procédés militaires parce que, en fait, lorsque vous avez une force négative qui vous attaque, la première justement des missions, ce qu'il faut, c'est neutraliser cette force, mais il ne faut pas simplement des forces militaires pour lutter contre le terrorisme. Il faut également des moyens non militaires, surtout et en particulier renforcer les capacités en matière de justice pénale. L'approche diffère un tout petit peu
de ce qu'aurait fait un militaire. Un militaire traite le terroriste d'emblée comme un ennemi. Nous restons seulement dans la méthode du gendarme, dans la méthode du policier qui pense que le terroriste est encore seulement un citoyen qui est redevable de la justice. Il s'agit d'un citoyen égaré, il s'agit d'attraire dans la justice. Certainement le moyen militaire, mais surtout quand nous les prenons, nous les amenons vers la justice. Il faut également améliorer tout ce qui est sécurisation et contrôle des frontières. Et enfin, une mission que nous avons donnée justement au Diaba, il faut aller justement vers la lutte contre le financement du terrorisme et empêcher les terroristes d'accéder justement au moyens et à l'espace qui leur permettent de développer leur activité. Pilier 3, c'est la reconstruction. Reconstruction parce que les secteurs du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme ont un potentiel de destruction énorme sur le tissu social. Les gens perdent confiance à l'État et à sa capacité à les protéger, et parfois le terrorisme monte les groupes sociaux les uns contre les autres. La reconstruction vise donc à reconstruire la société, à permettre à l'État de guérir les blessures sociales commises par les terroristes et la lutte contre le terrorisme. Il faut réparer, comme on dit, le contrat social. Rappelez-vous que toute l'histoire de l'État consiste seulement à une application de nos libertés parcellaires au profit d'un souverain qui, en retour, doit nous assurer cette sécurité. Quand nous cessons de faire confiance à cet État, quand nous regardons l'État comme étant justement une institution qui est incapable de nous assurer la sécurité, l'État, de toute façon, n'a pas la possibilité de mettre un gendarme derrière chaque citoyen, mais il faudrait absolument, d'une façon ou d'une autre, que l'on arrive justement à reconstruire cette confiance qui est la base de l'existence même de la société. Favoriser les dialogues en s'appuyant sur l'individualité du terroriste, en déclenchant ce terroriste de son groupe. Il faut justement aller vers des stratégies nationales de lutte contre le terrorisme dans chaque État membre. Enfin, quand nous avons parlé justement de ces trois piliers, les mécanismes de mise en œuvre concernent un certain nombre d'acteurs. C'est les États, c'est l'ensemble des institutions de la CEDEAO, c'est également les organisations internationales, les partenaires OSC et les médias. Vous remarquerez que à l'intérieur de cette stratégie, il n'est pas mentionné justement le rôle du Parlement. C'est pourquoi justement tout à l'heure, en faisant l'introduction, j'ai mis une question d'interrogation, un point d'interrogation. Quel est le rôle justement qu'il va falloir donner au Parlement dans ce cadre-là? La déclaration politique faite par les chefs d'État à l'issue de cette stratégie reprend toutes les mesures et actions prioritaires qui doivent être déterminées par rapport à chaque pilier. Et enfin, cette déclaration politique en a fait des mesures à suivre afin d'arriver à ce que la lutte contre le terrorisme constitue une réalité à l'intérieur de notre région. En ce qui concerne le Parlement de la CEDEAO, son mandat en fait une institution qui est habilitée à examiner les questions relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales des citoyens. Donc, le Parlement peut également être consulté sur les questions relatives à la politique d'ajustement d'éducation au sein de la communauté, aux normes internationales de recherche scientifique et technologique. Et comme on le disait tantôt, pour pouvoir justement lutter contre le terrorisme, il faut s'attaquer à l'éducation. Il faut justement fournir des moyens de transformer la manière dont les citoyens, dont les jeunes générations perçoivent justement le rapport à l'État, le rapport par rapport à la politique, le rapport par rapport justement au niveau économique. Et ce que je recommande à ce niveau-là, c'est que le Parlement de la CEDEAO s'approprie de la stratégie de contre-terrorisme de la CEDEAO et s'érige en garant de sa mise en œuvre, aussi bien par les institutions concernées, au niveau de la CEDEAO, mais également au sein des États membres à travers les parlements. Je suis désolé de le dire ici, cette stratégie a été adoptée en 2013. Jusqu'à présent, rien n'a été fait à l'intérieur de la commission de la CEDEAO pour mettre cela en œuvre. Pourquoi? La priorité jusqu'à présent a été donnée à la sécurité maritime, ça c'est de 1. De 2, les moyens financiers ne suivent pas. Il est temps que le Parlement se saisisse de ce dossier-là et demande à la commission de la CEDEAO d'en faire une priorité absolue. Les honorables représentants doivent sensibiliser leurs parlements respectifs et demander à leur gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l'adhésion et la ratification, comme l'a dit tout à l'heure
mon collègue, de tous les instruments pertinents en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de stratégie adoptée par la communauté entière. 36 et dernier slash. C'est seulement justement donc, comme cela que nous parviendrons à atteindre justement donc, ce que nous appelons la vision 2020, c'est de rendre la région de la CEDEAO plus sûre afin que les populations puissent se déplacer en toute sécurité et s'installer dans l'état de leur choix et développer leur business. Merci, thank you, obrigado, beaucoup de contributions de la part du budget, mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il y a des questions qui sont éminemment stratégiques, qui sont politiques et diplomatiques, auxquelles il est difficile de trouver une réponse ici. Je parle de la question du Sénégal, de l'Algérie. Pourquoi l'Algérie n'est pas membre du G5 Sahel? Certains diront pourquoi pas le Sénégal. Il y a un homme politique sénégalais qui a dit que c'est une aberration de ne pas mettre le Sénégal dans le G5 Sahel. Ça a été dit. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, même le président guinéen était là, du G5 Sahel, comme observateur. Moi, je pense que ça, ce que je voudrais dire ici, c'est que le G5 Sahel, il y a un certain nombre d'avantages. La taille, nous sommes que 5. C'est un avantage d'être en taille de lutte. Les instruments que j'ai développés ici, tels que les gestions d'information, je pense que quand nous sommes 5, c'est plus facile à maîtriser que quand nous sommes 15. Personnellement, je pense que c'est un avantage. Autre avantage, ces 5 pays ont presque le même niveau de développement. C'est les pays qui sont pauvres, ils sont dans la même couche de développement. C'est aussi un avantage qu'ils soient ensemble. Autre similarité, même qui parlent même la langue, qui parlent plus français, ces pays-là, ces 5 pays. Même si le Tchad et la montagne de langue officielle aussi, mais ces pays-là, c'est des pays francophones. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de similitudes qui font que ces pays ont intérêt à aller ensemble. Moi, c'est ce que je peux dire par rapport à l'absence du Sénégal, de l'Algérie ou d'autres pays qui ont demandé. Et d'ailleurs, nous avons traité une question au niveau des affaires étrangères. Certains pays ont demandé à adhérer. Nous avons répondu à la demande pour dire qu'en tout cas le Mali est prêt à accepter certains pays qui ont demandé à venir au G5 Sahel. Mais pour le moment, le statu quo, ce sont les 5 pays. Autre réponse que nous avons donnée, qui ont des questions qui ont été posées par rapport à l'aspect économique, nous avons dit qu'il y a une stratégie pour le développement et la sécurité des pays du G5 Sahel. Et il y a l'axe de gouvernance, qui est l'axe de gouvernance, il y a l'axe infrastructure et l'axe de résilience. Donc sur les 4 piliers, vous avez 3 piliers, justement, qui répondent à des questions économiques. Donc moi, je pense que la réponse aux questions économiques est plus à répondre dans le G5 Sahel. Contrairement à ce qu'on peut dire, je pense qu'on n'a pas écouté la question du développement économique que nous pensons être aussi un pilier extrêmement important. Le PIB, je suis d'accord que ce programme d'investissement prioritaire n'est pas encore financé. La table ronde des bailleurs de fonds est prévue courant de certainement au mois de juin 2017, avec l'appui encore des partenaires. Actuellement, les pays ne font que des contributions au fonctionnement, pas d'investissement. Chaque année, chaque pays envoie sa contribution au G5 Sahel. Donc il n'y a pas d'investissement pour nous. Donc la table ronde des bailleurs de fonds attend d'être vraiment d'avoir lieu. Je reconnais que les partenaires vont mettre à la place. Ça fait 6 000 milliards de fonds CFA que nous avons à mettre sur la table. Donc je pense que nous avons aussi prévu le partenariat public-privé. C'est un concept extrêmement important. Il y a des privés qui se sont manifestés, qui sont intéressés par la construction des ponts, par des infrastructures, même la compagnie aérienne qui va être mise en place bientôt. Il y a des privés qui sont prêts à accompagner le G5 Sahel. Donc je dis que c'est vrai, ça coûte cher. Les pays n'ont pas les moyens, contrairement à d'autres situations, mais avec la volonté politique, on peut vraiment avancer. Ensuite, la sensibilisation de la population civile. Au niveau du G5 Sahel, il y a eu la plateforme des femmes, qui est un instrument extrêmement important pour faire véhiculer tout ce qui s'appelle lutte contre la régression, lutte contre la prévention. Donc il y a des instruments qui sont mis en place qui permettent de toucher les civils, la population civile.
il y a la plateforme des femmes, et bientôt le réseau des jeunes qui va être mis en place, et surtout la cellule de prévention. Donc je dis qu'il y a des moyens que nous avons vraiment à notre place, qu'on a mis en point, et qui certainement pourront répondre à cette question de faire participer la société civile à la lutte contre le terrorisme. Maintenant, la coordination, pour terminer, la coordination, c'est vrai, nous avons dit, il y a un problème de coordination. Du Sahel, CEDEAO, il y a Sensat, nous sommes d'accord. Mais j'ai dit, si vous avez suivi ma communication au niveau des défis, ça c'est un défi à nous. La coordination. Et nous, dans notre feuille de route, comme je l'ai dit, nous avons dit à la présidence du Sahel, et il est clair, dans notre feuille de route, nous avons élaboré une feuille de route, et nous sommes prêts à relever ces défis-là. La coordination, la coordination. Qui est un réseau, effectivement, qui trouve les moyens que ces organisations régionales parlent le même langage. Prenons le Litago-Gourma, où il y a 3 pays du Sahel et qui ont aussi un moyen de mettre ensuite, encore une fois, ce qu'on a d'accord. Le Litago-Gourma qui comprend le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Il y a d'énormes problèmes aussi. Le dernier sommet a parlé aussi de forces congènes. Bon, donc je pense qu'il est vraiment important, nous sommes d'accord, qu'il faut utiliser les efforts pour ne pas les... Et le cas de la Mauritanie, je pense que le général en a parlé, c'est vraiment une question... la Mauritanie, elle dit qu'elle fait zéro attaque. Quand nous réunions, quand la réunion de G5 Sahel a lieu, quand on parle de la situation sanitaire, quand on arrive à la Mauritanie, zéro attaque.